C'est sous l'Ancien Empire que la civilisation égyptienne parvient à maturité. La puissance de l'Égypte se développe considérablement au cours des 4 dynasties qu'il comprend. Sans doute faut-il attribuer cela à une centralisation croissante du gouvernement et à la création d'une administration efficace. La conception de la royauté se transforme. On insiste davantage sur l'aspect divin de la fonction. Le roi est considéré alors comme l'incarnation d'Horus et à partir de la 5e dynastie également comme le fils du dieu solaire Ré ou Ra. Les progrès réalisés au cours des siècles précédents dans les domaines de la construction, des techniques, de l'écriture hiéroglyphique et des représentations artistiques atteignent alors des sommets. Le programme de construction des pyramides, qui parvient à son apogée sous la 4e dynastie, est le témoignage le plus grandiose de cette avancée. La pyramide à degrés de Djoser à Saqqara, la grande pyramide de Khéops à Gizeh et le Sphinx, qui représente le roi Khéphren de la 4e dynastie, font partie des plus beaux monuments du monde. Mais cette prospérité ne va pas se maintenir. Sous la 6e dynastie, on assiste à un émiettement du pouvoir politique et à l'affirmation des dignitaires provinciaux. Le premier roi de la 3e dynastie, Sanart, appelé aussi Nebka, est peu connu, malgré un règne de 18 ans environ. Grâce au mariage de Sanart avec l'héritière du dernier roi de la 2e dynastie, la nouvelle lignée se rattache à l'ancienne. Ainsi, dès le début de l'histoire égyptienne, s'affirme la nature matrilinéaire de la société. Sanart est considéré comme le frère de Djoser, second roi de la 3e dynastie et constructeur de la pyramide à degrés très connue de Saqqara. Ces deux souverains ont commencé à exploiter la richesse minérale de la péninsule du Sinaï, qui consistait surtout en turquoise et en cuivre. Un relief fragmentaire du Wadi Maghara dans le Sinaï représente le roi coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte qui s'apprête à frapper un ennemi. À l'aube de l'histoire égyptienne, ce thème iconographique est déjà bien établi. Sanart et Djeser ont eu chacun à régler des problèmes politiques internes. Djeser ou Djoser parvient sans doute à étendre son autorité jusqu'à Assouan dans le sud, au niveau de la première cataracte, devenue par la suite la frontière méridionale officielle de l'Égypte. Une longue inscription, gravée sur un rocher de l'île de Sehel, près d'Assouan, est connue sous le nom de stèle de la famine, cite le nom d'Horus de Djeser, Netcheriert. Ce nom apparaît également à Saqqara, dans le complexe de la pyramide à degrés, ce qui prouve qu'il s'agit bien du même roi. Le nom de Djeser n'est lui mentionné que dans les textes plus tardifs. Les prêtres de la déesse Isis, vénérés sur l'île voisine de Philae, affirment de leur côté que ces terres avaient été concédées à leur divinité. Ces revendications, probablement fausses, montrent la haute estime dans laquelle on tient encore Djoser à cette époque et la valeur éternelle attribuée à sa promesse. Les tombes des dignitaires des dynasties précédentes bordaient le plateau de Saqqara. Elles dominaient les terres cultivables et Memphis, la capitale. Ces mastabas de faible hauteur forment une série de monticules qui se découpent sur la ligne d'horizon. À près d'1,5 km du bord de la falaise, Djoser décide, lui, d'élever un complexe grandiose et réalise une première architecturale, la fameuse pyramide à degrés. Jusque-là, la pierre n'a été employée que pour certains éléments architecturaux des tombes. La sépulture de Djoser est la première à avoir été entièrement érigée en pierre. Ce vaste édifice a été construit par le génial Imhotep, vizir de Djoser aux multiples compétences. Un texte gravé sur la base d'une statue brisée de Djoser montre qu'il occupait, lorsqu'on dit il, c'est bien Imhotep, qu'il occupait une position élevée à la cour. Après le nom du roi, viennent les titres d'Imhotep, chancelier du roi de Basse-Égypte, premier après le roi de Haute-Égypte, administrateur du grand seigneur héréditaire, grand prêtre d'Héliopolis, Imhotep, l'architecte, le sculpteur, le fabricant de vases en pierre. Imhotep, architecte de Djoser, fait partie du petit nombre de bâtisseurs égyptiens dont on connaît le nom. Imhotep, sage et savant, était honoré comme scribe, conseiller, médecin, prêtre et astronome. Plus tard, il fut divinisé, honneur qui n'a pas été accordé à son souverain. À la basse époque, et à l'époque gréco-romaine, on l'adorait comme dieu de l'architecture et de la médecine. Sous ce dernier aspect, il était assimilé au dieu grec de la médecine Esculape. Les dévots se rendaient en pèlerinage à Saqqara, où Imhotep a certainement été enterré, bien que sa tombe demeure inconnue, et déposaient des offrandes votives, généralement des ibis momifiés. Cet oiseau est associé à Imhotep et à Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture et de la connaissance.
Dans la nécropole des animaux sacrés, au nord-est de la pyramide à degrés, le professeur Emery a retrouvé des milliers d'ibis enfermés dans des poteries. La conception du monument funéraire de Djoser repose entièrement sur l'idée que c'est un lieu destiné à l'esprit qui a la pyramide pour centre. Celle-ci est constituée d'un mastaba qui a été agrandi de manière conséquente à plusieurs reprises. Un mastaba s'est ajouté à l'autre jusqu'à former 6 degrés inégaux culminant à 62 mètres de hauteur. L'infrastructure de la tombe se compose de nombreux puits et couloirs, dont plusieurs ont été creusés par les voleurs. Ces derniers passages sont difficiles à distinguer des galeries d'origine, souvent, elles, inachevées. Des quantités considérables de vases en pierre, souvent de très belle qualité, ont été découvertes sous la pyramide. Certains vases portent le nom des rois ayant précédé Djoser. Le dépôt de ces objets, à côté des vases de Djoser, est peut-être un acte de piété de la part du souverain, désireux de préserver le matériel funéraire de ses prédécesseurs. Un pied gauche momifié, trouvé dans l'un des couloirs, est peut-être le seul vestige du roi que l'on ait retrouvé. Des membres de la famille royale, dont un enfant de 8 ans environ, déposé dans un beau sarcophage en albâtre, ont été enterrés dans les puits et les couloirs. Les diverses modifications du plan de la pyramide ont condamné l'accès à ces tombes, dissimulées sous la structure en extension. Au nord, la chambre funéraire du souverain, en granit d'Assouan, a été pourvue d'une nouvelle entrée, obstruée par un bloc de granit de 3 tonnes après les funérailles. Près de l'entrée nord s'élève le serdab, qui veut dire cave en arabe, structure en forme de boîte en calcaire de Toura, percée de 2 petits trous sur la façade principale. À l'intérieur se trouvait une statue grandeur nature en calcaire peint, figurant Djoser assis. C'est la première statue royale de l'Égypte antique. Le roi est enveloppé dans un long manteau blanc, sans doute celui qu'il revêtait pour son jubilé ou sa fête Sed. À l'extérieur du serdab, devant les 2 trous, s'élevait jadis un autel pour les offrandes de nourriture et d'encens présentés au Ka, l'énergie vitale du roi, qui consommait l'esprit des aliments, tandis que les prêtres, à la fin de la journée, en appréciaient la substance matérielle. Sur 3 stèles représentant des fausses portes ornées de reliefs, le roi exécute le rituel de la fête Sed qui régénère son pouvoir. Sur l'une des stèles, le roi, coiffé de la couronne blanche et paré de la fausse barbe, accomplit la course traditionnelle. Ces représentations soulignent le caractère rituel de l'ensemble du complexe bâti par Imhotep pour son maître. On pense que le tombeau sud a également servi de lieu d'inhumation pour les viscères ôtés au cours de l'embaumement. Les 2 tombes du roi, la pyramide qui abrite la momie au nord et le tombeau sud, symbolisent les 2 terres, ou Haute et Basse Égypte. Le souverain conserve ainsi la tradition établie par les rois des dynasties précédentes qui avaient un tombeau à Saqqara et un cénotaphe ou tombeau vide à Abydos, un peu plus dans le sud du pays. Entre le tombeau sud et la pyramide s'étend une vaste cour bordée par un groupe de bâtiments appelé la cour du Hebsed. Comme l'ensemble du complexe funéraire, elle comporte des édifices qui sont en fait des simulacres, des imitations de véritables monuments. Cela se conçoit tout à fait dans la mesure où ils sont destinés à l'esprit du roi défunt. Le complexe tout entier est entouré d'un haut mur d'enceinte en calcaire blanc en forme de façade de palais. 13 fausses portes et une vraie, qui donnent accès au monument, sont insérées dans la paroi. La porte d'entrée débouche sur une longue salle à colonnes qui mène à la vaste cour située au sud de la pyramide à degrés où s'élevaient 2 autels utilisés pour la fête jubilaire. Seules aujourd'hui subsistent les bases de ces autels. À l'est de la cour se dressent 3 chapelles du Hebsed. De l'autre côté du mur, elles dominent une cour plus étroite. Ces chapelles sont toutes équipées de simulacres de portes ouvertes qui ne conduisent nulle part. 3 statues inachevées, grossièrement ébauchées de Djoser, debout, ont été installées sur l'un des côtés de la cour. Le roi, dans une attitude rituelle, est coiffé d'une némesse et paré de la longue barbe. Il tient le sceptre et le crochet. Au nord de cette cour se trouve une autre cour avec des simulacres de bâtiments qui reflètent une nouvelle fois la division des 2 terres. La porte du premier édifice, connue sous le nom de Maison du Sud, est surmontée d'une frise stylisée de Khakerous, les bottes de végétaux, un motif qui restera en usage pendant des siècles, voire même des millénaires. La maison du Nord se distingue par ses colonnes papyriformes aux larges ombrelles qui sont engagées dans la paroi. Les tailleurs de pierre ont reproduit fidèlement dans le calcaire la tige triangulaire de la plante. Plus tard, lors du Nouvel Empire, la précision du détail disparaît au profit de massives colonnes rondes. Vers 2649 avant Jésus-Christ, Seremchet succède à Djoser,
qui a régné 19 ans. Cette durée, qui semble fort courte pour la construction d'un monument aussi majestueux que la pyramide à degrés, témoigne de la puissance du pouvoir royal. L'érection de ce complexe a mobilisé une importante main-d'œuvre et n'a pu être menée à bien que par un gouvernement fort, capable d'organiser et de nourrir ses ouvriers. L'ensemble funéraire de Djoser est le premier de la longue série des monuments en pierre égyptiens. Il recèle déjà, à un stade expérimental, des formes et des styles que les monuments pharaoniques vont copier et améliorer pendant 2000 ans.